Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour terminer en beauté votre journée. C'est le grand rendez-vous et toute l'équipe est en place pour vous offrir de l'information axée sur le développement des affaires. Commençons comme d'habitude par la météo. Bien sûr que vous êtes sur le grand rendez-vous de BB24. Quand on parle de changement climatique, beaucoup pensent à la nature, on pense aux catastrophes et bien d'autres risques. Mais savez-vous que ces effets se font déjà ressentis sur la peau? Des dermatologues ont fait le constat et viennent sur le grand rendez-vous partager ces informations avec vous. Le Bénin a distingué les meilleurs contribuables béninois, notamment les entreprises. Un acte de motivation à l'éthique fiscale dans notre pays. Autant Savoir va développer aujourd'hui d'autres astuces pour mieux intéresser le contribuable sur ce grand rendez-vous. Alors, avec le coach Marcel Desfonds, nous allons continuer donc dans la conduite du changement dans votre vie, dans vos affaires et pourquoi pas dans votre vie privée. C'est une opération qui comporte quand même des risques quand on parle bien sûr de changement. Ils seront énumérés sur ce plateau, le plateau expert de ce grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous qui va vous offrir comme d'habitude le journal à 19h45 exactement, avec à la présentation ce soir Nadège Sani qui est là pour nous présenter les titres. Bonsoir Nadège, il y a quoi au menu de ce 19h45? Bonsoir Siom Gaba, la rédaction s'intéresse ce soir au métier de cambiste. C'est un métier à risque mais qui nourrit son homme. On parlera également de la qualité des produits alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants quand il s'agit des produits destinés à la consommation. Et puis, la police républicaine et le Centre national de sécurité routière ont lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur le respect du couloir de circulation. Pourquoi cette campagne? La réponse dans le 1945. Merci beaucoup à vous Nadège Sani pour la présentation des titres. On va vous retrouver dans moins de 40 minutes exactement à 19h45 pour le développement de ces titres-là. Alors, en attendant de vous retrouver, on rejoint bien sûr les plateaux, nos invités. À présent, on commence par Nature et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui changement climatique, c'est vrai, c'est nature et bien-être, mais côté santé, pour vous dire tout simplement que les changements climatiques, les effets des changements climatiques se font ressentir au niveau de la peau. Ah oui, ils ont fait ces constats, ils viennent bien sûr les exposer sur ce plateau de nature et bien-être. Je voudrais parler bien sûr des dermatologues. On suit d'abord cet élément de Amandine Aniabo qui nous présente en fait ce que c'est que le changement climatique.
Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et bien, soit il peut attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là donc les mouches se développent, donc l'homme, n'est-ce pas, peut, quand ces moustiques-là, donc dans le piquant, donc n'est-ce pas, donc le palu et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc que certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. Oui, on revient en plateau avec le dermatologue Franck Yédomon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonsoir, Heureuse Danodé. Bonsoir, Sium Gaba. Vous êtes entendu avec votre invité pour vous mettre en bleu, apparemment. bleu marine Apparemment. Ce soir. Merci. Ben, c'est un plaisir de vous retrouver, de parler bien sûr des effets des variations climatiques sur la peau. Effectivement. Waouh. On n'en parle pas souvent, ce dont on parle le plus, changement climatique et agriculture, changement climatique, environnement, oui. Mais changement climatique et santé aujourd'hui, mais là précisément la peau. Et nous avons le spécialiste sur le sujet. Alors docteur, vous avez suivi le reportage. Oui. Un des climatologues interviewé par Amandine a présenté quelques maladies liées au changement climatique. Absolument. Et lorsqu'on va en venir à l'aspect peau, dermatologie, quel est le lien qui existe entre le changement climatique et les problèmes liés à la peau? Merci, merci de m'avoir invité. D'abord, il faut savoir que la peau est un organe, un tissu qui nous met en relation avec le monde extérieur. Et la première chose, c'est qu'aujourd'hui, les autorités commencent à prendre conscience des désordres engendrés par les changements climatiques, en particulier au niveau cutané. Vous avez, avant, vous avez l'homme qui était couvert de poils. Aujourd'hui, l'homme est considéré comme un singe qui est nu. Donc, il y a déjà une évolution. Donc, la peau est en rapport avec le monde extérieur. Et la première chose, c'est la destruction de la couche d'ozone. Parce que la couche d'ozone protège en fait des rayons ultraviolets qui sont délétères pour l'individu. Donc, les rayons ultraviolets B, les rayons ultraviolets C sont arrêtés par la couche d'ozone et empêchent donc l'individu donc alors de pouvoir subir donc alors les désordres génétiques liés donc alors à la perturbation de l'ADN par ces rayons ultraviolets. Okay. Chez le sujet noir africain, nous avons la mélanine que nous avons constituée pendant des millénaires. Et aujourd'hui, cette mélanine alors nous protège du soleil. Ce n'est pas le cas chez des individus qui sont de phototype clair, c'est-à-dire des sujets caucasiens, blancs, roux, qui aujourd'hui ont également un changement d'habitude parce qu'ils vont vouloir habiter au niveau des côtes, ils vont vouloir habiter dans des zones qui sont ensoleillées et ces personnes-là sont sujettes à faire donc alors des cancers cutanés liés donc aux altérations liées
à l'ADN. C'est pourquoi. Vous voulez parler des albinos, par exemple? Les albinos, eux, ils n'en ont pas, donc ils sont sujets. Les personnes atteintes d'albinos, mais par exemple, un blanc, un sujet de, je dis un blanc, on dit plus blanc aujourd'hui, on dit plus race, on dit quelqu'un qui a un phototype clair, un phototype 1, 2, 3, peut être sujet à donc alors des cancers cutanés. C'est la première des choses. Les albinos aussi peuvent être sujets à des cancers cutanés. Mais c'est des sujets qui sont noirs aujourd'hui. On remarque également l'apparition, la multiplication d'un type de cancer de peau sur la peau noire qu'on appelle le mélanome, qui est un des cancers cutanés les plus dangereux. Et donc, alors, le pronostic est très sévère en général. Tout ça est dû aux variations climatiques? Tout ça est dû donc à l'exposition donc alors de l'individu donc alors à l'exposition solaire, aux rayons ultraviolets et donc au changement climatique. La deuxième chose, c'est que dans notre société s'occidentalise. Vous avez aujourd'hui, nous utilisons des modes de vie un peu mode de vie occidental. Oui. Donc on se lève, on prend notre café, on n'a plus les mêmes habitudes qu'avant et on va commencer à avoir des cosmétiques qui vont être appliqués sur notre peau. Là, des cosmétiques, parce qu'avant, nos parents n'utilisaient pas que des cosmétiques qu'ils achetaient dans la pharmacie. On utilisait du beurre de karité, on utilisait des choses assez naturelles, alors qu'aujourd'hui, nous allons utiliser des cosmétiques qu'on va acheter en pharmacie, et ces cosmétiques qui sont produits par des industriels vont contenir des substances telles que le parabène, telles que les perturbateurs endocriniens, telles que des substances chimiques, que nous allons, avec beaucoup de plaisir, appliquer tous les matins sur notre corps pour nous hydrater. Et évidemment, ces cosmétiques vont passer, ces produits chimiques passent au niveau de la peau et entraînent également. Ça également, c'est un élément du changement climatique, du changement environnemental au niveau de la peau. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir que nous avons également le tabac. Le tabac également, que vous avez un fumeur passif ou un fumeur actif, donc alors, parce que la peau constitue le réceptacle en fait de l'élimination donc alors des toxines au niveau de l'organisme. Et donc ces toxines donc alors qui sont ingérées par l'organisme, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les cosmétiques, alors vont être rejetées au niveau donc de la peau. Et vous avez donc alors des personnes qui auront toujours une peau sombre parce que donc alors ils ont par l'intermédiaire du tabac bien évidemment une accumulation de métaux lourds, une application donc la peau de plusieurs choses. La troisième chose qui fait également des variances environnementales, c'est que nous avons chez nous, parce que pas forcément en Occident, nous avons par exemple des mauvaises les eaux au niveau environnemental. Vous avez des eaux usées qui sont déversées dans les rues, il y a le paludisme. Et puis vous allez remarquer que plusieurs enfants ici aujourd'hui souffrent de prurigo, c'est-à-dire le fait que les moustiques piquent, donc on va commencer à gratter, des taches apparaissent. Et ça, c'est des variations que vous ne verrez jamais à Paris, que vous ne verrez jamais à Londres. Non, le fait qu'il y ait des eaux stagnantes dans des rues, donc là, et que des eaux ne sont pas bien conduites après les pluies, et qu'il y a des stagnances, il y a le paludisme, et puis il y a des prurigo, et des enfants vont souffrir de cela. Après ça, vous avez des allergies qui sont répétées. Les personnes aujourd'hui qui vont mettre, parce que dans la société aujourd'hui, il faut être beau, il faut sentir bon. Et on va être habitué à mettre des parfums donc alors qui sont donc alors des mosaïques donc de substances chimiques, de fragrances qui vont aller au contact de notre peau, qui peuvent également cela. Une chose, c'est que nos enfants. Est-ce qu'on va dire que ces produits-là, que ça a un rapport avec les changements climatiques ou la peau exposée? Peut-être, moi je pense peut-être le changement environnemental. Le changement environnemental. Parce que le climat est en rapport avec l'environnement. Et c'est cela. Après cela, il faut savoir que dans nos zones, vous avez une forte présence de la chaleur. Donc les gens transpirent beaucoup. Et lorsque la personne transpire beaucoup, la sudation, les glandes sébacées également vont sécréter donc le sébum pour protéger la peau. Et donc vous avez donc des peaux qui vont devenir des peaux sèches, qui vont devenir des peaux rugueuses, du fait donc il n'y a plus la présence donc alors de l'hydratation cutanée. Et tout cela fait que également vous avez une forte exposition au soleil. La forte exposition au soleil d'abord diminue l'immunité de l'individu. Un individu qui est toujours au soleil, qui travaille au soleil, il y a une diminution de son immunité et il peut être sujet à des herpès, vous voyez des herpès. On dit quand même qu'en s'exposant au soleil, on produit de la vitamine D. Absolument. Oui. Mais la forte exposition au soleil
diminue également votre capacité, votre immunité, donc alors à réduire la prévalence donc, des virus tels que l'herpès en fait au niveau des maladies comme l'herpès peut apparaître. Donc ça diminue votre immunité de rester trop exposé. On a plus de chaleur, on a un réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique et dans les pays occidentaux, il y a des calicules où les gens décèdent. Il y a des calicules et ça c'est également un effet donc alors du climat sur la peau. Et vous avez des peaux qui vont devenir ternes, qui sont des peaux qui ont un aspect terreux chez des personnes donc alors qui par exemple de docker ou bien qui restent au soleil longtemps. Et ça, ce sont des éléments en fait qui sont concomitantes à l'environnement de l'individu et qui changent un peu donc alors sa perception de lui-même, puisque visiblement le soleil, vous avez l'humidité, vous avez des eaux stagnantes, parce que le climat va avec l'environnement et tout ça là peut conduire à des maladies donc alors, telles que les allergies chez les individus. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ça se remarque en fonction du type de peau ou en fonction même du type de personne? Oui, absolument. Vous savez, le type de peau est en fonction de l'environnement. D'accord. Si vous avez des ancêtres qui sont nés en Occident, vous aurez tendance, plus vous vous rapprochez donc alors des pôles, vous aurez des personnes qui ont un teint beaucoup moins foncé. Plus vous vous rapportez de l'équateur, vous avez des personnes qui ont un teint plus foncé. Tout simplement parce qu'au niveau donc, de l'équateur, vous avez donc des rayons ultraviolets. Et l'organisme en s'adaptant, au fil des générations, donc alors il y a la production de mélanine. Mais aujourd'hui, vous avez aujourd'hui la mondialisation, où des gens voyagent, ils changent des sujets qui sont totalement roux, ils vont venir vivre au bord des côtes, et ces sujets donc alors peuvent avoir donc des kératoses actiniques, des névus qui vont apparaître, dont la surveillance est importante pour ne pas aller vers des cancers. Des kératoses actiniques. Vous voyez par exemple, c'est un exemple que je cite, vous avez des femmes aujourd'hui qui utilisent des cosmétiques pour s'éclaircir la peau. Et vous avez donc une diminution du taux de mélanine qui est normalement censé les protéger. Et donc, si elles n'ont plus ce taux de mélanine, vous allez voir des tout petits boutons qui apparaissent, des tout petits points qui apparaissent sur la peau et qui donc alors font partie donc alors du vieillissement extrinsèque, c'est-à-dire c'est un vieillissement qui vient de l'extérieur du fait donc de l'apport donc alors de cosmétiques chimiques pour détruire donc alors la mélanine. Donc ces kératoses apparaissent et ces kératoses à la longue peuvent se cancériser. La deuxième chose, c'est que nous avons même en nous-mêmes un vieillissement intrinsèque, c'est-à-dire que l'ADN est programmé pour vivre un certain temps. Et l'ADN, en subissant les assauts répétés des rayons ultraviolets, l'ADN peut se dénaturer, peut se muter, peut changer. Et ça s'observe très bien chez des sujets qui sont de peau claire. Par contre, chez des sujets de peau noire, la protection est plus évidente. Et puis c'est important de rappeler ça parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus, aujourd'hui il y a un brassage culturel qui est fait, un brassage des populations. Les gens peuvent aller de l'Europe à l'Afrique et puis on a des maladies qui se développent, qui sont liées au changement climatique. Peut-être demain, mais il faut quand même déjà dire que c'est un thème qui est retenu pour être au cœur des échanges, je crois, à partir de demain. La première édition des journées Nous avons les premières journées béninoises de dermatologie. C'est des journées qui vont rassembler les dermatologues de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et parler de la peau et du changement climatique. Je pense que demain, et parler de la peau et du changement climatique. On va retrouver Agnat Bello sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, nous parlons de motivation. Motivation à l'endroit de qui? Du contribuable béninois. Il le faut, c'est vrai, le Bénin a célébré, a distingué, si vous voulez, les meilleurs contribuables béninois, notamment les entreprises. Mais on se demande comment est-ce qu'il faut faire pour davantage donc motiver ces contribuables-là. C'est à cette question que nous allons répondre sur Autant Savoir. Aujourd'hui, suivons d'abord cet élément. Ce que je propose, moi, en tant qu'opérateur économique, c'est que l'État nous facilite un peu de tâches par rapport pour payer les impôts, c'est-à-dire, même si c'est trop, de revoir ça un peu parce qu'on doit forcément payer. C'est une obligation. Tout le monde veut payer les impôts. Il faut sensibiliser plus les gens et que vraiment, les agents des impôts, l'État, d'accord, mais c'est ceux-là qui ont en charge d'aller. Les Béninois même, ils vont déclarer.
ceux qui sont censés aussi de corriger, de recenser les informations sur le terrain, qu'ils fassent vraiment du bon boulot, qu'ils ne fassent pas 2 poids 2 mesures. Voilà. Il faut faire comprendre également aux gens que de considérer les impôts comme des partenaires, des amis avec lesquels il faut discuter, il faut échanger. Il ne faut pas avoir peur du service des agents des impôts. Non, déjà des impôts, vous savez, le jour où le contribuable va décider de ne pas aller vers le service des agents des impôts, ben, ils vont fermer les portes. Ils vont fermer les portes parce qu'ils ne sont rien sans le contribuable. Donc le contribuable doit sentir quand même qu'il a un pouvoir de négociation vis-à-vis du fisc. Nous allons demander au gouvernement de surtout accompagner la population en essayant de revoir les taux. Les taux à prélever sur les TVA et autres recettes pour pouvoir faciliter aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes et à la population qui voudrait véritablement entreprendre de pouvoir s'essayer et de prendre goût surtout à l'entrepreneuriat. Retour en plateau avec le professeur Roland-Kou qui est l'invité de Agnat Bello. Bonsoir Agnat. Bonsoir Hassiom Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. À la pleine forme ce soir, j'espère. Eh oui, ça va. J'aime bien votre tenue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne spéciale, donc je souhaitais l'accompagner en m'habillant. En mode Aladja. Voilà. C'est ça, hein? Ça se comprend, ça se voit aussi. Je peux profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à Karamat si Tamatao. Oui, c'est ça, hein? Je sais. C'est ses partenaires, hein, chers téléspectateurs. Voilà, donc joyeux anniversaire Karamat Tamatao. Voilà. On vient en plateau, on vient à d'autres sujets, tout simplement pour parler du fisc. Comment est-ce qu'il faut donc intéresser le contribuable béninois? Vous êtes là, le professeur, bonsoir. Bonsoir, Carla. Merci d'être là avec nous sur ce plateau. Et Agnat oui. Bello, il faut donc davantage motiver le contribuable béninois et des astuces seront données sur ce plateau. Et oui, Hassiom Gaba, vous le savez, mesdames et messieurs, surtout pour vous qui étiez avec nous hier soir, sur Autant Savoir, nous nous sommes appesantis sur le fisc. Comment est-ce que cela apporte des devises à l'État? L'État a besoin de ces recettes pour pouvoir réagir et mettre en place son programme d'action. Et pour cela, surtout, on a besoin que le contribuable puisse y contribuer. Justement, c'est pour ça qu'on parle de contribuable. Mais les citoyens veulent toujours beaucoup plus de confort, beaucoup plus de bien-être, mais ils ne sont pas toujours prêts à contribuer en payant leur fisc à temps. Dites-nous un peu, professeur, pour vous, comment est-ce que cela s'explique? Cette réticence du Béninois à aller de lui-même vers le fisc? Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, par exemple, c'est que les activités que les contribuables font sont des activités illégales. Si c'est des activités illégales, par exemple, la drogue, la prostitution, un certain nombre d'activités. Même le secteur illégal ou informel? Illégal. Illégal. D'accord. Si c'est illégal, c'est que vous vous cachez. Et si vous vous cachez, vous ne payez pas d'impôts. Deuxième chose, c'est que les gens peuvent penser que les contraintes sont trop fortes. À savoir que ce qu'on leur demande de payer en termes d'impôts est trop élevé, alors que leur activité n'est pas rentable. Surtout si on ne tient pas une comptabilité rigoureuse et qu'on ne sait même pas ce qu'on gagne véritablement. On n'arrive pas à connaître la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, tout ça, on dit, bon, pourquoi il va payer ça à l'État? Troisième chose, il faut dire que ça dépend aussi de l'information. Les contribuables ne sont pas suffisamment informés à quoi servent leurs impôts. Est-ce que c'est pour construire des routes, construire des hôpitaux, etc. Justement, c'est ça. Donc, il faut les informer. Et puis, peut-être quatrième raison que certains contribuables évoquent, c'est donner l'argent aux gouvernants qui vont détourner et qui vont... Des gouvernants corrompus. De la fiabilité de la gestion. Oui, de la gestion de l'argent. Pourquoi donner ça au public? Donc, il faut leur donner des preuves de bonne gouvernance dans la traçabilité, c'est ça? Absolument, absolument. Il faut leur montrer que l'argent que vous nous confiez est bien géré et que ça ne rentre pas dans les poches des individus. Oui, mais on se demande toujours quel est l'intérêt pour le contribuable lui-même d'être à jour avec le fisc. Quel est son intérêt? Est-ce qu'il a un intérêt? Oui, il y a d'abord un premier intérêt qui est un intérêt moral. C'est-à-dire que vous vivez dans une communauté et vous devez payer des impôts pour qu'on construise cette communauté. Si les autres paient et que vous ne payez pas, ce n'est pas intéressant. Vous vous comportez comme un passager clandestin. J'aime bien le mot, passager clandestin. Là, ce n'est pas... C'est-à-dire vous profitez des investissements, des routes, des hôpitaux, des écoles que les autres mettent en place sans y contribuer. Sur le plan moral, ce n'est pas acceptable.
Deuxième chose, vous ne pouvez pas vous plaindre pour dire les routes sont mauvaises, les hôpitaux sont mauvais, etc. Les écoles ne sont pas bonnes, puisque vous ne contribuez pas à ça. Et troisième chose, si on vous attrape, non seulement vous allez payer ce que vous devez à l'État, mais vous allez payer des dommages. Et ça va dépasser largement ce que vous deviez payer. Mais il y en a quand même qui disent que le fait d'acheter même un petit bonbon au bord de la voie, que vous payez déjà des taxes, vous payez des impôts. Oui, bon, évidemment. Ça dépend peut-être du circuit. Hein? Évidemment, ce que vous dites est tellement vrai parce que les gens pensent que les gens du secteur informel parfois ne paient pas d'impôts, mais ils paient. Parce que si c'est importé par des circuits officiels, par exemple, si quelqu'un importe d'abord par la douane, et vend les marchandises à des gens qui sont à l'intérieur, c'est que la douane récupère déjà la TVA. Donc, comme vous n'êtes pas une entreprise reconnue, vous ne pouvez pas récupérer la TVA, payer une partie, vous vous comportez comme un consommateur final. Donc, et là, vous payez la TVA à l'État. Donc, le secteur informel aussi, il paie de taxes de façon indirecte. Oui, mais pas ce qu'ils devraient payer normalement. Oui. D'accord. Alors, l'importance du contribuable pour le fisc, parce que quand on dit sans fisc, c'est-à-dire sans contribuable, il n'y a pas de fisc. Est-ce que pour vous, cette équation, elle est vraie? Non, mais totalement vrai, puisque c'est le contribuable par ses activités, trouve de revenus et paie des impôts sur ses revenus. Donc, sans contribuable, il n'y a pas d'impôt. D'accord. Maintenant, malgré toutes ces raisons que vous avez évoquées qui pourraient expliquer la réticence du contribuable à aller de lui-même vers le fisc, est-ce que c'est possible de trouver une formule pour l'inciter justement à s'honorer de cette dette fiscale? Oui. Il y a des gens qui ne paient pas l'impôt de bonne foi parce que ce qu'on peut appeler les coûts de transaction sont trop élevés. C'est-à-dire, je dois payer un impôt peut-être de 1 000 francs et je dois dépenser 2 000 francs pour aller payer cet impôt-là. Ce n'est pas intéressant. Donc, ce qui veut dire qu'il faut travailler au niveau du rapprochement entre des lieux de paiement de ces impôts. Entre le contribuable et ceux qui vont collecter l'impôt. Je vais vous donner un exemple. Si vous devez payer, par exemple, une taxe foncière, par exemple, et vous devez faire une distance de 40 km pour aller payer, vous payez des frais de voyage pour pouvoir aller payer ça. Donc, vous ne... Qui s'ajoutent. Oui. Donc, vous ne payez pas. Déjà. Pas parce que vous ne voulez pas payer, mais tout ce qu'on vous demande de dépenser avant de payer cet impôt-là. D'accord. Donc, améliorer la proximité. Oui, il faut absolument améliorer la proximité. Je crois que dans ce sens, le gouvernement est en train de faire des efforts parce que la dématérialisation, c'est bien ça. Vous pouvez rester dans votre salon et pouvoir payer l'impôt. Oui, mais est-ce que dès que la barrière de proximité est levée, on a tout fait déjà ou bien? Non, pas du tout. Il faut informer les citoyens pour leur dire quand vous faites telles activités, quel impôt vous devez payer, etc. Sinon, ce qui se passe en général... Et ce à quoi ça sert? Oui, absolument. Il faut les sensibiliser sur ce à quoi ça sert. D'accord. C'est pourquoi parfois les redevances sont mieux payées que les taxes et les impôts. Parce que les redevances, déjà, on sait liées à l'activité que vous payez. Donc, à partir de ce moment, l'État doit trouver des mécanismes pour pouvoir informer le citoyen, pour lui dire, voilà ce que je fais de vos impôts et comment vous pouvez payer ces impôts-là. D'accord, mais c'est toujours dans l'optique d'amener le contribuable à s'honorer de cette dette fiscale que ce concept-là est né, celui du civisme fiscal. Pour vous, c'est quoi le civisme fiscal? Bon, quand il n'y a pas de civisme fiscal, on peut parler aussi de la morale fiscale. C'est-à-dire que il faut payer ses impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, d'être un bon citoyen. Et que si on vous détecte, vous allez payer des amendes et puis vous allez finir par payer. Donc, il faut payer l'impôt. Et on a déjà un peu expliqué ça, à savoir pourquoi les gens peuvent ne pas payer l'impôt. Parce qu'ils disent que ce sont des fonds qui sont détournés, on ne va pas donner l'argent aux autres. On a déjà parlé de la réticence, donc, il faut. Mais quand on parle d'incivisme fiscal ou de morale fiscale, il faut parler aussi de l'État. Parce que nos gouvernants aussi peuvent... y contribuer d'une façon ou d'une autre. Y contribuer parce que s'ils ne contrôlent pas les exonérations, il y a certains qui sont favorisés parce qu'on exonère des choses qui ne doivent pas être exonérées, ou bien on sous-estime, ou bien ce sont les agents des impôts qui s'entendent avec le contribuable pour pouvoir sous-estimer le revenu sur lequel il doit payer d'impôts. Donc l'incivisme fiscal, parfois, est partagé entre le contribuable. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une forme d'équité, c'est ça?
Non, pas seulement une forme d'équité, mais une sorte de corruption aussi. D'accord. Ce qu'on peut appeler corruption avec vol. Ce concept de corruption avec vol, ça veut vol de l'État, parce que si vous devez payer, par exemple, un pot de 10 millions, et puis l'autre vous dit non, payez 5 millions, mais je vais vous faire une facture pour dire que vous avez payé 3 millions, ça veut dire que l'agent de l'impôt a pris 2 millions, l'autre n'a payé que 3 millions à l'État, ça veut dire qu'il y a 7 millions que les gens ont volés chez l'État, donc 5 millions pour le contribuable et 2 millions pour l'individu. Donc, à cause de cette entente qu'on a au niveau des impôts et de la douane, par exemple, il y a une sorte d'entente entre le contribuable et l'agent fiscal pour pouvoir voler l'État. Donc, quand on parle d'incivisme fiscal, il ne faut pas parler seulement des individus, des contribuables, mais il faut parler aussi des autres. C'est pourquoi toute la méthodologie du redressement fiscal doit être contrôlée aussi, parce que à des moments donnés, c'est les agents... Il y a des inspecteurs qui sont censés c'est vrai contrôler. Que nous sommes dans un système de déclaration, mais quand on déclare, il y a un certain contrôle. Maintenant, s'il y a un agent des impôts qui vient, qui contrôle, pour dire, bon, vous avez très bien payé l'impôt, et puis après, demain, on dit, non, vous n'avez pas très bien payé, on va le faire. Non, mais à qui il faut accuser dans ce cas? Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut fondamentalement revoir pour ne pas parfois écorcher comment on peut appeler ça, c'est-à-dire le contribuable en disant que c'est un mauvais citoyen. Il ne faut pas écorcher l'image du citoyen parce que le monsieur il a payé ses impôts de bonne foi, mais après il y a d'autres qui viennent, non, vous n'avez pas bien payé, on va faire redressement fiscal. Il est l'heure de recevoir l'expert sur ce grand rendez-vous. Avec le coach Marcel Effon ce soir, nous allons continuer dans la conduite du changement dans vos affaires, dans votre vie privée, si vous le voulez aussi. C'est une opération qui comporte des risques et le coach va nous aider à les énumérer, ces risques-là, aujourd'hui sur le grand rendez-vous. Bonsoir coach. Bonsoir Axiom. Alors, depuis environ 1 ou 2 semaines, nous parlons de la conduite du changement et vous dites aujourd'hui que c'est une opération qui comporte des risques. Pourquoi? Oui, absolument, comme nouveau projet. Donc, la conduite du changement est un projet risqué d'avance et il faut le faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent parce que lorsque tu parles du changement, les gens prennent ça comme une mince affaire et ils ont envie, dans certaines mesures, lorsqu'ils réussissent à cerner quelques côtés positifs du résultat vers lequel on court, donc ils sont pressés en fait de le voir. Mais au même moment, il faut faire comprendre aux gens que le changement en fait contient beaucoup de risques. Et, excusez-moi, il y a une analyse en 2004 de cette maison d'études, Gartner Group, qui a montré quand même que 95% alors des projets, non, je vais parler plutôt de 66% des projets de changement échouent. 66% des projets de changement échouent, tenez-vous tranquille. Et ça s'explique parce que nos comportements d'aujourd'hui, les choses que nous faisons, nos actions en fait, relèvent à 95% de notre subconscient. C'est-à-dire, nous avons bien envie d'être conscients de ce que nous voulons faire aujourd'hui, mais le faire dépend à 95% de notre subconscient, de ce que nous avons, de nos prérequis, de nos habitudes. Donc, vous comprenez qu'il n'y a que 5% qui se retrouvent dans l'action, dans la volonté, dans le désir. Et ce n'est que ces 5%-là qui sont utilisés maintenant pour créer de l'impact. Donc, c'est normal, donc, tout projet de changement est a priori un projet à gros risques. Alors, quels sont ces risques alors? Il y a beaucoup de risques. Il y a des risques qui sont flagrants, que tout le monde connaît. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le risque, par exemple, de la malcompréhension, par exemple, du projet, que j'appelle le premier risque évident, parce que le projet de changement est un projet d'ensemble. Lorsqu'on veut changer dans une entreprise, lorsqu'on veut changer dans un pays, lorsqu'on veut changer dans une organisation, alors il faut qu'il y ait des parties prenantes. Et il faut que les parties prenantes deviennent acheteurs de ce projet. Alors lorsque ceux qui sont des parties prenantes ou ceux qui doivent piloter le projet de changement
maîtrise moins ce projet, alors ce projet est voué à l'échec. Première condition qui fait que les projets de changement sont à 66% d'après cette étude, sont voués à l'échec. Deuxième raison, il y a la sous-estimation du temps de formation des parties prenantes d'un projet de changement. Ah oui, sous-estimation. Oui, la sous-estimation du temps de préparation ou de formation des personnes qui sont impliquées dans un projet de changement. On veut changer, lorsqu'on a fini de faire le plan de changement, on se met sur le chantier. Mais quand on parle du changement d'une entreprise, du changement d'une organisation, même du changement d'un pays, alors c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de choses à faire à la fois, c'est beaucoup de systèmes qui sont touchés. Donc, on doit prendre du temps pour former les différentes parties prenantes, des différents leaders qui sont impliqués dans le dispositif du changement. Alors, est-ce qu'on peut déjà se fixer la durée de cette opérationnalisation, de la conduite du changement avant même de commencer? Est-ce qu'on peut savoir déjà, bon, on va mener en tout cas cette opération du changement là sur 3 mois pour voir, est-ce que c'est comme ça doit se faire ou on s'y met? Et quand ça finit, on se dit, on a mis quand même 3 mois ou 3 ans pour pouvoir opérer ce changement-là. Oui, ça fait partie également d'un risque. Tout manager, lorsqu'il rassemble ses équipes pour leur annoncer un changement, ça veut dire qu'il veut leur dire, mais écoutez, notre vie va changer, les choses vont s'améliorer, on va mieux vivre, l'environnement va changer. C'est la première chose qu'on dit, mais il faut le dire avec des dates. Il faut que les gens sachent en fait à partir de quand ils peuvent devenir propriétaires quand même de ces nouveaux locaux, ils peuvent devenir propriétaires du succès de ce projet. Naturellement, les managers ont toujours une date qui marque en fait la fin de l'ancien système, de l'ancien comportement ou alors des anciens produits ou services. Mais heureusement ou malheureusement, comme vous le savez, c'est toujours sous-estimé. On a toujours sous-estimé le temps qu'il faut pour sortir effectivement la tête d'un projet de changement et avoir les résultats précis. Et ça fait partie, pourquoi pas, des risques en fait que prennent les managers lorsqu'ils sont sur un projet de changement. Je vais vous donner un exemple banal que tout le monde connaît. Et lorsque, par exemple, vous avez l'habitude d'emprunter une voie pour aller au travail, alors un jour, cette voie a toujours des bouchons. Un jour, quelqu'un vous propose, par exemple, de prendre une autre voie qui peut vous amener plus facilement vers votre boulot, votre travail. Oui. Mais vous acceptez ce projet parce qu'il vous aurait convaincu qu'au lieu de faire 30 minutes, vous feriez 10. Mais imaginez, le premier jour où vous prenez cette voie, vous ne connaissez pas la voie. Donc il faut attendre à chaque fois pour demander aux gens par où il faut passer. Est-ce que cette voie... Il faut pour regarder sur les panneaux. Il faut lire les cartes, il faut lire les panneaux d'indication. Il faut parfois même freiner là où il ne faut pas freiner parce que vous ne maîtrisez pas quand même comment la voie se trouve. Donc tout ça font que vous faites doublement le temps même que vous faisiez avant. Mais pour que vous bénéficiez de ce nouveau projet de réduire le temps de parcours tous les matins pour aller à votre travail, il faut emprunter cette voie plusieurs fois. Et ça demande du temps. Ah oui. Ça demande du temps, parfois même plus de temps que vous en faisiez. Et après, maintenant, quand vous auriez maîtrisé cette voie, vous allez facilement, même les yeux fermés, et vous gagnez beaucoup de temps. Alors c'est de la même façon, lorsque vous mettez sur une déviation parce qu'on est en train de construire une voie, ça prend beaucoup de temps. Les déviations prennent beaucoup de temps. Plus que la voie directe. Mais quand on a fini de construire la voie, tout le monde bénéficie, on est content. On est content. Donc tout nouveau, parfois, comme je le disais tout à l'heure, il y a la malcompréhension des parties prenantes ou des bénéficiaires dans un projet de changement qui, parce que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils gagnent en contrepartie du temps et de l'investissement qu'ils font. Parce que pour faire plus, on voit la voie en train d'être faite. Ça renforce quand même la motivation, ça donne plus de motivation. Tout le monde se dit, mais quand ils vont finir cette voie-là, waouh, nous allons en bénéficier. C'est pratique. Et on est prêt à payer le prix qu'il faut lorsqu'on est sur les contournements, sur les déviations. Oui. Et parfois, les déviations sont difficiles. Quand vous croyez sur une déviation, tout le monde roule à moindre vitesse. Parce qu'on est prêt à payer le prix qu'il faut, parce qu'on voit du concret. On sait que quand cette voie-là va être faite, alors nous allons gagner. Nous allons gagner du temps. Donc, lorsque les parties prenantes ou les bénéficiaires d'un projet de changement dans une entreprise ou bien dans une organisation ne maîtrisent pas, alors qu'est-ce qu'ils gagnent? Quelle sera la victoire? Parfois, les gens ne sont pas motivés. C'est une question de communication en réalité. Oui, la communication est très importante dans un projet et ça va faire partie de la troisième raison, par exemple, du troisième risque qu'on prend
lorsque la communication n'est pas très bien ficelée, lorsqu'on ne communique pas surtout sur ce que les gens gagnent, le résultat que les gens auront, les bénéfices du résultat. Donc on doit largement communiquer là-dessus. On ne doit pas avoir des limites en fait pour dire aux gens, voilà ce que vous gagnez. On doit pouvoir leur démontrer ça avec du concret pour que les gens sachent, mais tiens, lorsque nous payons ce prix, voilà en contrepartie ce que nous gagnons. Eh bien, quand cette communication a échoué, vous comprenez, c'est un gros risque pour le manager de garder secret les résultats. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à estimer le temps réel de la préparation? Normalement, comme on le dit dans tout projet de changement, le temps est un maître dans un projet de changement. Le temps est le grand maître parce que vous ne pouvez rien faire en fait sans pouvoir aller au rythme des parties prenantes. Or, chaque partie prenante a ses susceptibilités. Il faut pouvoir les préparer. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, le manque de formation est un problème, est un risque. Lorsque les gens ne sont pas, par exemple, formés, ils vous perdent du temps. Ce que vous pouvez faire facilement, ils voient ça de façon virtuelle, mais puisqu'ils ne sont pas convaincus, je ne veux pas prendre le risque en fait de changer des habitudes, parce que changer une habitude, c'est être prêt à payer doublement le prix que vous êtes en train de payer maintenant. Alors pourquoi les gens vont le faire? Ça va pourquoi? Ça va pourquoi? Alors on a énuméré 3 risques: mal compréhension du projet, sous-estimation du temps de préparation, des parties prenantes, voilà, et puis la communication surtout. La communication. Maintenant, il y a le refus, par exemple, le refus de prendre conscience ou d'accepter les problèmes qui se posent lorsque vous enclenchez un projet de changement. Parfois, les managers en entreprise, de par les pouvoirs qui leur sont conférés, n'ont pas envie de tenir compte en fait des desiderata des uns et des autres. Mais ça freine en fait, c'est un risque pour que le changement ne parvienne pas. Un collaborateur avec qui vous ne vous entendez pas, le jour où vous mettez en place un projet de changement, il sait qu'il est à un niveau. Alors quand ça vient à son niveau, il bloque. Il dit, n'a qu'à venir vers moi pour qu'on discute. Alors je dis, c'est aussi un risque pour les managers de ne pas se préparer au point de vue leadership lorsqu'ils démarrent un projet de changement. Parce que vous devez pouvoir dépasser en fait les petits querelles. Vous devez pouvoir dépasser des problèmes personnels. Vous devez aller au-delà. Vous devez faire comprendre à vos pires adversaires en fait le bien fondé pourquoi ils doivent bouger. Et le jour où un de vos adversaires commence alors à vendre ou accepter votre projet de changement, il faut comprendre en fait que vous avez démarré un vrai changement. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon, pour toutes ces explications. Je rappelle donc les 4 risques dont il faut donc prendre conscience quand il s'agit de la conduite d'un projet de changement. Il y a la malcompréhension du projet, la sous-estimation du temps de préparation des personnes qui sont des parties prenantes, la communication, il ne faut pas que cela échoue, et puis le refus d'accepter le problème. Le problème est de chercher des solutions. Ce n'est pas exhaustif. Plus tard, je crois, on aura le temps d'énumérer beaucoup d'autres risques qui sont liés à la conduite du changement. Merci beaucoup à vous pour les 4 déjà offerts à nos téléspectateurs ce soir. Merci à vous. À très bientôt, coach Marcel Effon. C'est nous qui vous remercions. Merci et vivement le mercredi. Nadège nous attend de l'autre côté du journal de la rédaction de BE24. C'est l'heure du journal. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer 2 concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. Couverture sanitaire universelle. La volonté du Vaudou s'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage.
tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre des décisions, de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Professionnels des marchés de change, les cambistes exercent leurs activités partout où il est question d'échanger des devises. C'est un métier stressant à risque qui nourrit quand même son œuvre. Il n'est plus question pour les consommateurs d'avoir un produit à moins de coût pour être satisfaits. Ils sont désormais attentifs à la qualité, les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires. On en parle dans un instant. Le respect du couloir de circulation est une exigence du code de la route. Une campagne de sensibilisation a été lancée à ce propos sur toutes les parties du territoire national. Ce sont donc des commerçants qui négocient des billets de banque. Les cambistes mettent en place des bureaux de change et s'affichent comme des intermédiaires financiers dont le métier principal est le change manuel, l'échange immédiat d'une devise contre une autre. Lumière sur une activité, celle de cambiste. Ils sont nombreux à investir les grandes artères et nos carrefours à la recherche des clients pour les opérations de change. Eux, ce sont des cambistes. Une opération rendue possible grâce à la convertibilité de nos monnaies. Cette idée de change a évolué dans le temps pour enfin connaître sa pratique actuelle. C'est les échanges de monnaie. Le client amène le Naira et d'autres devises qu'on échange en CFA. Dans l'exercice de ce métier, les cambistes rencontrent des difficultés. Il y a des braquages, il y a des détournements. Tu remets l'argent à ton frère maintenant, il s'en va, il revient, il dit on l'a attaqué, l'argent est parti. 5 millions, 10 millions, 2 millions. Les voleurs nous suivent à la maison, partout, pour nous braquer. Même moi qui suis ici, j'ai été braqué une fois, en 2011. Et heureusement que j'ai 100 000 francs seulement dans ma poche. Il y a des gens parmi les cambistes, ils remettent de l'argent aux gens, ils vont peut-être pour aller retrouver des faux billets dedans, ou soit c'est des manquants, et ils reviennent, c'est des bagarres. Soit c'est à la police qu'ils iront terminer tout ça là. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce métier. Quelqu'un qui est cambiste et qui est franc dans son activité ne peut pas se permettre le luxe d'inscrire son enfant dans une école privée à 60 000, 80 000 l'année. Des difficultés, oui, mais également des avantages qui leur permettent de continuer ce métier. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'avantage dedans, oui. Mais ce n'est plus comme avant. Actuellement, je peux dire que le métier ne nourrit plus au son homme. Et ce métier cambiste est devenu un métier de sans-emploi. Et c'est peut-être que tu repartiras dans ta maison avec 1000 francs, 500 francs. Ça, ce n'est pas un boulot. Mais avant, tu peux gagner 1 franc, 2 francs sur une devise. Mais actuellement, 0,025 francs. Combien d'opérations tu vas faire avant de trouver 1000 francs? Donc, ce n'est plus du tout rentable. Après les échanges, on a au moins quelques miettes qui est peut-être notre bénéfice avec lesquels on subvient à nos besoins quotidiens. Il faut disposer d'un parasol, d'un banc, ensuite de quelques billets. Il est important également de savoir faire le calcul par rapport aux fluctuations des monnaies, avoir des relations et le tout est joué. En dépit des avantages liés à ce métier, une réorganisation avec un volet important, la sécurité des cambistes, est ardemment recommandée. Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs.
Aujourd'hui, la qualité est un élément essentiel de la stratégie des entreprises et un élément déterminant des choix des consommateurs. Mais quels sont les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires? Élément de réponse dans ce reportage. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay, on a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise, puisque nous sommes sur le marché international. Ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. La police républicaine et le Centre national de sécurité routière ont lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur le respect du couloir de circulation. Sur toute l'étendue du territoire national, motocyclistes, véhicules et poids lourds indélicats sont rappelés à l'ordre. Qu'est-ce qui justifie cette opération de sensibilisation? Suivons pour mieux comprendre Éric Dayonvi, il est au micro de Ulvaïs Balogun. Les usagers de la route doivent circuler à leur droite. L'usager de la route qu'on retrouve à gauche, c'est soit il est en train de faire un dépassement ou soit il est en train de virer dans une voie pour pouvoir rentrer chez lui. Au Bénin, on constate que beaucoup plus d'usagers circulent librement à droite, tout comme si de rien n'était. Ça amène beaucoup d'accidents sur nos routes. Pour pouvoir contrôler ces accidents, il faut rappeler aux usagers de la route de respecter dorénavant leur couloir de circulation. Ça fait que vous allez voir les polices sur la route et sensibiliser les usagers. Le CNSA aussi est en train de faire son travail. Dans nos sensibilisations, dans nos échanges, nous rappelons aux usagers à deux roues que leur place sur la route, c'est l'extrême droite. Ça voudra dire, même si sur une route, si leur voie n'est pas tracée, s'il n'y a pas un marquage au sol, si la piste cyclable n'est pas délimitée, leur comportement sur cette voie-là, c'est de serrer l'extrême droite. En le faisant, ils respectent le code de la route. Avant, quand les gens ne respectent pas le code de circulation, on leur prenait 5 000 francs et ils vont payer au trésor public. Nous avons compris que le montant qui est fixé à la violation de cette loi-là, ce montant-là est dérisoire. Nous pensons qu'il faut l'élever jusqu'à 10 000, 15 000. Parce que nous voulons sauver des vies humaines sur la route. Et pour sauver des vies humaines, il faut aller par la manière un peu douce et forte. Nous ne sommes pas là pour les réprimer. Nous ne sommes pas là pour les empêcher
de circuler librement, mais nous sommes là pour leur demander de respecter leur couloir de circulation et en le faisant, ils respectent le code de la route et en le faisant, ils diminuent les cas d'accident qu'on peut avoir sur les routes. Les fonds d'investissement climatique vont émettre 250 milliards de francs CFA d'obligations vertes sur 2 ans. Ces fonds vont permettre de financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Créés en 2008, les fonds d'investissement climatique sont à ce jour les plus importants instruments de financement de la lutte contre le changement climatique. Ils octroient aux pays en développement des dons, prêts concessionnels et des instruments d'atténuation des risques qui, à leur tour, attirent des financements complémentaires substantiels en provenance du secteur privé des banques multilatérales de développement. Au Sénégal, une maison de l'outil sera bientôt construite. Elle va servir de centre de formation des jeunes de la région de Dabia à Thiès. Reportage. La lancinante question de la formation des jeunes de la commune de Dabia, longtemps posée par les populations, est en voie d'être résolue. Une fois la maison de l'outil construite dans la localité, le sous-emploi tant décrié ne sera plus qu'un vieux souvenir. La construction de cette maison de l'outil, qui est une vieille doléance des populations de la commune de Dabia, mais également de toute la zone, va permettre de contribuer de façon significative à la formation de notre jeunesse en prise avec le problème de sous-emploi, mais également de formation. Et étant dans une zone agroécologique, les formations qui sont programmées répondent aux besoins exprimés par les populations de Dabia. L'érection d'une maison de l'outil dans cette localité va davantage renforcer le capital humain. L'intérêt de cette infrastructure, c'est d'abord un moyen d'offrir un cadre pédagogique et de construction du savoir par le biais de certains métiers, notamment l'informatique, la couture, le machinisme agricole, la réparation de téléphones portables, entre autres, mais aussi un espace d'incubation. Parce que l'enjeu et l'intérêt, l'importance et l'objectif des maisons de l'outil, c'est des centres de ressources délocalisés auprès des communautés les plus reculées pour leur permettre d'accéder à des prestations capables de leur permettre d'avoir un revenu substantiel. En marge de cette cérémonie de pose de première pierre, des attestations de fin de formation en réparation de téléphones portables ont été remises à 11 jeunes issus des différents villages de la commune de Dabia. L'Union du Maghreb arabe a annoncé dans un communiqué avoir obtenu un don de la Banque africaine de développement pour financer les activités préparatoires du projet d'une ligne de fer transmaghrébine reliant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Le projet vise dans une première étape à réhabiliter et moderniser une ligne ferroviaire de 363 km entre le Maroc et l'Algérie et une autre ligne de 603 km entre l'Algérie et la Tunisie. Le projet vise à promouvoir les échanges commerciaux et une libre circulation des personnes et des marchandises entre les 3 pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup à Nadège Sani pour la présentation du journal. On va aller tout de suite retrouver Adonis Bohou dans la rédaction web de BB24 pour l'actu web que voici tout de suite. Adonis Bohou, bonsoir. Bonsoir, Siom. On se retrouve sur la toile, c'est l'actu web, ça va parler finance digitale, ça va parler de Facebook en 2 sujets aujourd'hui. Mais avant, rappelons la question de la semaine à nos téléspectateurs. Déjà, c'est la journée nationale du contribuable. Voilà. On avait demandé est-ce que la meilleure idée pour lutter contre l'insuffisance fiscale. Voilà, en réalité, c'est ça la question de la semaine. On va y revenir dans un instant. Pour le moment, passons aux infos, à l'actualité, finance digitale.
lancement du microcrédit par le gouvernement béninois. Oui, il est désormais possible de bénéficier d'un microcrédit sans se déplacer. Il s'agit bien du microcrédit mobile qui a été lancé ce 5 février par le Fonds national du microfinance, FNM. Il permettra à tout bénéficiaire de faire sa demande de subvention et de payer en utilisant son téléphone. Le montant varie entre 50 000 et 100 000 francs. L'objectif, c'est d'élargir le nombre de personnes à impacter. Les gens n'auront plus besoin de quitter leur fin fond du village pour venir jusqu'à Cotonou avant de faire la demande. Il suffira juste de se rapprocher d'un point marchand dans leur localité pour lancer la formalité. Et en même temps, ils pourront avoir, après leur subvention sur leur téléphone, qui t'a reconverti ça. Et puis, ils pourront également rembourser. Oui. Pas le même biais. Pas le même biais. Ah oui, ben ça c'est bien. Hein? En tout cas, ça évolue tout simplement. C'est l'inclusion financière. C'est comme ça, ils appellent ça. Hein? J'espère que le professeur ne dira pas que j'ai pas raison. On verra tout à l'heure. Parlons Facebook. On peut donc désormais supprimer des messages dans Messenger. Oui, combien de fois ne vous êtes pas arrivé en voulant envoyer un message de faire une erreur? On arrive à supprimer le message, mais l'interlocuteur voit toujours le message. Après WhatsApp, c'est maintenant Messenger qui a l'option de supprimer le message. Vous avez juste, qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est juste cliquer sur le message, non? Vous avez deux options, soit supprimer pour tout le monde, soit supprimer pour vous. C'est la même option que sur WhatsApp. Ici, vous avez 10 minutes pour supprimer le message. Au-delà des 10 minutes, vous ne pouvez plus supprimer. Oui. Donc ça reste collé, scotché. Voilà, c'est ça. Pour toujours. Ben, Facebook a fêté ses 15 ans hier. Oui. Créé en 2004, le réseau social a complètement changé nos habitudes et révolutionné notre façon de communiquer. C'est ça. Ouvrant la porte à nouvelles méthodes de marketing. Au fil des années, Facebook est devenu une plateforme de plus en plus puissante en constante augmentation. La société a par la suite racheté des nouveaux services comme Instagram en 2012, WhatsApp en 2015. Le seul qui a pu le résister, c'était Snapchat. Mais bon, pour contrer la concurrence, Facebook a mis en place les mêmes fonctionnalités que Snapchat sur Messenger et sur Instagram. On peut souligner que durant ces 15 ans, beaucoup de scandales ont marqué la vie de Facebook, tels que les données qui ont été vendues lors de l'élection présidentielle, aussi que les derniers scandales qui ont eu lieu récemment. Il faut souligner que le chiffre d'affaires généré en 3 mois, c'est de 16,9 milliards de dollars. Et les bénéfices sont estimés à près de 22 milliards de dollars. Facebook a bien fait milliards de dollars. Carrément. Oui. Vous voyez que c'est bien au-delà de cette application qui était un projet d'étudiants, c'est devenu maintenant une source de financement, une source de revenus pour Mark Zuckerberg, qui a affiché, comme je le disais, 2,2 milliards d'utilisateurs en décembre 2018. Ça. Ah, ça c'est vraiment fort. En tout cas, je vous donne certains chiffres. Oui. Chaque seconde, 5 nouveaux comptes sont créés. 300 millions de photos sont publiées chaque jour et 8 milliards de vidéos sont vues par tous les 24 heures. Soit 3 milliards de vidéos vues par jour, plus que YouTube. 3 milliards. 3 milliards. En fait, avec les images qu'on a, nous avons les chiffres. 2,2 milliards Facebook d'utilisateurs. Oui. WhatsApp, 1,5 milliard, qui fait 43 milliards de messages envoyés par jour. Comparé à Messenger, ça fait 1,3 milliard de messages. YouTube, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs, soit 5 milliards de vidéos de vues par jour. Par jour. Oui. Instagram, c'est 800 millions d'utilisateurs, soit 95 millions de photos publiées par jour. Vous savez, ce sont des chiffres importants. Oui, très très importants. Ça démontre que aussi le numérique, le digital, aussi bien qu'on participe, on contribue à ce que ces réseaux deviennent plus grands. De la même façon aussi, on a aussi les employés de Facebook et autres. Bon, en réalité. En tout cas, c'est la plus grosse entreprise aujourd'hui. Elle est transversale, le digital, le numérique, et donc ça prend partout. Maintenant, le vrai souci, c'est par rapport à la protection des données, surtout avec, comme on l'a rappelé sur ce plateau en temps, l'option de vouloir fusionner les 3 messageries, Instagram, Messenger et WhatsApp. Là, 3 points de suspension. 3 points de suspension, j'espère qu'ils trouveront la solution pour en quelque sorte, satisfaire aux revendications, sinon aux besoins des populations, surtout en ce qui concerne la sécurité.
Non, les droits, sécurité, la protection des droits. C'est surtout la protection des données qui est vraiment un casse-tête là dans ce projet-là. Dans ce projet. Bon. On verra bien. Peut-être le juste milieu sera trouvé. Espérons. Et qu'il va falloir également qu'on informe davantage les internautes sur les risques à vouloir mettre ensemble donc, ces trois plateformes-là pour leur utilisation. Voilà. Chaque chose qui a ses avantages a toujours des inconvénients. A toujours des inconvénients, ça c'est vrai. Le pour et le contre. Merci à vous, Adonis Bon. On rappelle la question de la semaine, célébration du contribuable bénévole. On se demande si c'est la meilleure solution à l'incivisme fiscal. Célébration du contribuable béninois, est-ce la meilleure solution à l'incivisme fiscal? Est-ce que les gens sont en train de commenter déjà? Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore eu l'engouement autour de cette question, mais nous incitons les gens à beaucoup plus donner leurs avis, parce que c'est leurs avis qui comptent. Des avis qui seront donc répercutés vendredi sur l'Actu Web, sur le grand rendez-vous. Donc, allez sur la page Facebook de Bénin Business 24, déjà affichée à l'écran, donc pour aller commenter cette question, sinon répondre à cette question. Ah, oui. Allez, c'était donc l'Actu Web. Avant de partir, on va jeter juste un dernier coup de regard sur le tableau météo. Comme d'habitude, voici la météo. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Avant de partir, nous allons rapidement rappeler la question de la semaine. Célébration du contribuable béninois. Est-ce la meilleure solution à l'incivisme fiscal? Réponse sur la page Facebook de Bénin Business 24 en commentaire à répercuter sur l'Actu Web du vendredi. Mesdames et messieurs, merci une fois encore de nous avoir suivis et passez une très bonne soirée sur BB24. Demain 19h00, un autre numéro du grand rendez-vous.